merci à toutes et à tous d'être parmi nous en cette fin de journée. Nous sommes ici, donc, comme vous le savez, dans le cadre du festival Haïti Monde qui a commencé hier soir. Et aujourd'hui, vous allez assister à la table ronde qui réunit 3 auteurs que vous pouvez voir et que peut-être vous connaissez déjà, autour d'une discussion sur la littérature et matière de l'archive et du fait historique. Donc j'ai à côté de moi Philomé Robert, qui est journaliste et auteur, qui a sorti un premier roman de fiction qui s'appelle Vagabondage éphémère, que vous pouvez retrouver sur les tables grâce à la librairie La Régulière. Vous avez également Jean-Luc Ramairanana, j'ai bien dit. Qui a écrit de nombreux livres, mais j'ai pu lire plus particulièrement Tissé, que j'ai beaucoup apprécié. Et puis Julien Delmer, que vous connaissez peut-être également déjà, et son livre Delta Blues. Déjà, peut-être pour commencer, vu la teneur de notre conversation, j'avais envie de savoir ce qui vient en premier pour chacun d'entre vous. Est-ce que c'est la recherche historique ou est-ce que c'est l'écriture et donc l'histoire que vous souhaitez raconter en elle-même? Qui se lance? Ah bon, rapidement, comme ça. Et alors, j'ai tendance à dire que tout dépend finalement du travail qu'on a envie de livrer au public. En ce qui me concerne, ça c'est un roman, mais avant ça, j'ai publié d'autres textes, notamment un récit qui s'appelle Exil au crépuscule, dans lequel je raconte comment je suis parti travailler un matin à Port-au-Prince, un matin de décembre 2001, et je ne suis jamais rentré chez moi, suite à des événements d'une grande violence. Et ce jour-là, la presse haïtienne dont je faisais partie s'est retrouvée totalement décimée, et j'ai eu à cœur assez rapidement d'inscrire ce moment-là dans une forme de temps long, et d'où le récit que j'ai choisi d'écrire à vif, et avec évidemment beaucoup de colère, parce que je n'acceptais pas d'être bouté dehors de chez moi, et en tant qu'exilé. Et là, pour le coup, le premier objectif, c'était d'abord et avant tout la véracité des faits, et comme je suis journaliste, j'avais à cœur de répondre aux questions qu'on se pose: qui a fait quoi, quand, où, comment, pourquoi, bien entendu d'un point de vue proprement et radicalement subjectif, et vu que j'avais été touché par cette affaire dans ma chair. Maintenant, pour le roman et ce texte-là que je publie, Vagabondage éphémère, la démarche est différente. Évidemment, il y a une histoire, je convoque des moments d'histoire dont j'ai été témoin en Haïti, on y reviendra tout à l'heure, mais la première préoccupation, c'était d'abord et avant tout, non pas tant l'histoire, mais la façon de la raconter, parce qu'on est 8 milliards d'êtres humains, on a 8 milliards d'histoires, chacun a la sienne. Qu'est-ce qui fera que cette histoire-là sera différente d'une autre? C'est la façon dont c'est amené. Donc moi, ma première préoccupation était d'abord littéraire, avant de recoller aux faits historiques assez épars d'ailleurs, que je convoque dans ce bouquin, parce que ce n'est pas un livre. Ça c'est fait. Est-ce que vous êtes pas d'accord, mais en tout cas, est-ce que vous avez la même pratique, ou est-ce que pour vous c'est différent, peut-être déjà d'un livre à un autre, mais peut-être aussi même dans votre pratique en elle-même? Oui, c'est différent d'un livre à un autre en ce qui me concerne. Le dernier pas en date, Delta Blues, est un livre qui a demandé beaucoup de documentation. Ça se passe dans le delta du Mississippi à l'âge d'or du blues, dans les années 30. Ceci dit, le désir d'écrire et la fiction étaient premières, c'est-à-dire que je refusais, et longtemps d'ailleurs il y a eu une confrontation entre la véracité des faits, l'histoire réellement, et mon envie d'imaginaire et même parfois de surréalisme ou de fantastique, mais le désir, la fiction l'emporte toujours, c'est-à-dire que j'écris et éventuellement, si vraiment mon écriture rentre en contradiction avec les faits, je réajuste, mais ou parfois je ne réajuste pas d'ailleurs. Et c'est bon, c'est l'intérêt aussi du roman qui s'inscrit dans une logique un peu de réalisme magique,
Donc il y a des fantômes, donc il y a un dieu vaudou, Legba, qui apparaît en plein milieu du récit. Donc à partir du moment où on s'autorise ce genre d'intrusion dans le surnaturel, on peut bien faire quelques petites entorses, mais en même temps, non, parce que quand même, malgré tout, je décris un univers qui a existé, dont les enjeux sociaux, politiques me touchent et ont un écho, je pense, universel. Donc il ne s'agissait pas non plus de trahir l'époque et de faire du Mississippi de l'époque un pur territoire imaginaire, puisqu'il y a des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont vécu, qui ont souffert, qui sont morts dans des conditions parfois atroces. Mais malgré tout, voilà, moi je sais que, en règle générale, pour parler de manière très concrète, pour rentrer un peu dans le laboratoire ou l'arrière-cuisine de mon écriture, j'écris le matin et je me documente l'après-midi. C'est-à-dire que je ne veux pas faire les deux en même temps. Pour moi, il y a d'abord le premier jet, la spontanéité de l'écriture du matin, et après la documentation. Après, on aura l'occasion d'y revenir, mais il y a des cas très concrets où effectivement, je me suis trouvé en face de dilemmes qu'il faut résoudre, c'est-à-dire, voilà, tel fait ne correspond pas à mon intuition première ou à mon envie profonde. Et dans ces cas-là, comment on fait? Est-ce qu'on a tendance à aller vers l'histoire? Est-ce qu'au contraire, on change un tout petit peu le regard? Voilà, on fait rentrer une forme d'ambivalence, mais ça, c'est... j'aime bien regarder, moi, le roman comme une forme de petits problèmes à résoudre, de gros problèmes à résoudre progressivement, mais qui se font dans l'acte d'écrire même, en fait. Voilà, c'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes et qui les résolvons, en fait, finalement. Et pour vous Oui, bonjour à tout le monde. Pour moi, ça dépend aussi, en fait, de chaque livre. Chaque livre, chaque thème, chaque thème traité. Mais dans l'absolu, je pars d'abord de l'histoire. Je pars d'abord de la fiction ou d'une envie d'écriture. Et il y a un moment où l'histoire rentre en conflit ou en tissage ou en lien ou en plein de choses avec ce que je suis en train d'écrire. Et ce qui est intéressant, c'est de remettre en cause les deux choses. C'est-à-dire à quel moment je vois que je parle mieux de l'histoire avec la fiction qu'avec les archives. Qu'est-ce qui est plus intéressant de se dire je prends l'archive et je m'inspire, je colle vraiment à ces archives, ou alors est-ce que la question de la mémoire n'est-elle pas plus importante que la question de l'écrit de l'archive? Et c'est particulièrement sur un livre qui s'appelle Nord 1947, où j'ai mis 10 ans quand même. Et pendant ces 10 ans-là, les archives se sont posées devant moi en disant non, c'est comme ça, il faut nous consulter. Et donc il a fallu aussi aller à des endroits, aller à Aix-Marseille, et alors que moi je suis à Madagascar ou à Paris ou autre, donc il a aussi le temps des archives. Et pour rentrer dans les archives, en fait, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que sinon, si vous allez juste comme ça dans les archives, vous êtes complètement perdu parce qu'il y a tellement de choses. Et donc, il faut aussi se documenter d'abord sur ce que vous êtes en train de faire, se documenter sur des documents qui existent déjà, des livres qui existent déjà, et de se dire, mais je ne trouve pas mes comptes dans ces livres-là, qu'est-ce qu'il y a dans les archives? Et après, les archives ne sont pas tous pareils, que ce soit en France ou à Madagascar ou à tel autre endroit. Et j'interroge aussi les archives avec ce que moi j'appelle les archives de l'oralité. Oui. Mais c'est un terme qui n'existerait pas. Les historiens vont dire non, archive c'est écrit, c'est classé, c'est ceci, cela. Mais je n'oublie pas qu'on vient d'un pays dominé. Et les pays dominés, ils ont leur manière d'archiver la mémoire, par la danse, par les chants, par les mythes. Et donc je rentre là-dedans aussi comme quelqu'un qui traite ces matières-là comme de la connaissance, et pas simplement comme de l'invention. Et d'où, par exemple, avec le livre Tissé, là, ça part beaucoup dans
dans cette oralité-là. Et en même temps, j'amène aussi, par exemple, quand on sait tous très bien que Picasso, il est allé voir les statues africaines, il a utilisé ça, et ça, on a des documents que lui-même fournit et que les historiens de l'art aussi fournissent. Et c'est là la question. Et enfin, comme lui tout à l'heure, il a aussi les archives en train de se faire, parce que l'histoire dans nos pays, c'est toujours en train de se faire. Vous sortez de la maison et en fait l'histoire arrive et on n'a pas le temps il n'y a pas ce temps de constitution des archives. Et ce qui fait que, par exemple, dans mon livre L'art anthropophage, c'était comme ça aussi. On sort un jour, et puis non, le père il est torturé, et pas que lui, il y a d'autres personnes qui sont là. Et il y a, ce qu'on oublie, c'est que d'autres archives sont en train de brûler. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait, nous, des témoignages qu'on voit là? Est-ce que ce qu'on est en train d'écrire ne va pas non plus devenir quelque part des archives? Je pense qu'il y a plusieurs points assez intéressants dans ce que vient de dire Jean-Luc Raharimanana, excusez-moi. Peut-être, ça serait intéressant pour vous, Philomé Robert, de rebondir sur ce qu'il vient de dire sur l'histoire qui se constitue, l'histoire en cours. Oui, alors... Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez aussi comme une matière historique d'archives? Ou est-ce que c'est juste un présent qu'on... Alors pour prendre un exemple concret, là, j'ai parlé de 2 textes qui existent déjà. Je vais tenter un voyage dans un texte qui n'existe pas encore, sur lequel je suis en train de travailler. Et mon second roman, qui n'a pas encore de titre, ou quoi que ce soit, mais s'articule autour d'une histoire haïtienne peut-être qu'assez peu connue, celle de cadres haïtiens partis enseigner dans les années 60 au lendemain des indépendances africaines, dans des pays comme le Bénin, comme le Sénégal, comme la Guinée et le Zaïre à l'époque, qui allait devenir la République démocratique du Congo. Et des cadres haïtiens sont partis en tant que médecins, en tant qu'ingénieurs agronomes, pour aller remplacer les cadres coloniaux, soit qui étaient partis, qui ne voulaient plus rester, ou qui de toute façon, pour X raisons... Bref, ces nouveaux pays-là avaient besoin de ressources humaines, et Haïti, par un jeu politico-diplomatique mené par le président François Duvalier de l'époque, s'est retrouvé à fournir, par contingents entiers, des professionnels. Et l'histoire que je suis en train de raconter, en gros, c'est celle de cadre parti à ce moment précis et auquel il va arriver 1001 histoires, évidemment. Sauf que ce truc-là m'a été soufflé au fur et à mesure d'échanges que j'ai eus, notamment avec une archive vivante et un vieil ami médecin qui a été doyen de la faculté de médecine de Lubumbashi et qui a fait partie de ces cadres-là. Je peux même donner son nom d'ailleurs, c'est le docteur Talleyrand. Et à chaque fois, ça m'a toujours fasciné et que ce bonhomme-là, qui était médecin en Haïti, se retrouve au Congo en tant que cadre et pour former des générations et des générations de médecins africains. Et je m'étais toujours dit qu'à un moment donné, cette histoire-là, je la raconterai. Comment, je ne sais pas. Et puis j'ai fini par trouver. Et je l'ai appelé, là pour le coup c'est le journaliste qui a fait son boulot, enfin qui a essayé, pour discuter avec lui, comment il est parti, il m'a dit oui, il faut aller voir le professeur Couillou qui lui-même a écrit tel texte. Je dis ok, d'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me constituer une documentation autour de cette histoire-là. Et bon, en tant que romancier, j'aime bien les mamours, donc forcément j'ai un couple. Il ne sera pas gay, parce que nous sommes dans les années 60. Et peut-être qu'il peut être gay, allez savoir, mais caché. Pour dire que je me sers de cette séquence-là de l'histoire diplomatique d'Haïti pour mettre en scène une histoire qui m'est assez chère. Et si tout se passe bien, le texte sort dans un an. J'espère en tout cas que je vais pouvoir continuer
à me documenter et histoire d'avoir tous les éléments. Mais en fait, les cadres dont il est question ici, dont il sera question, ils seront attachés forcément à l'époque, ils sont des témoins de leur époque. Mon personnage principal ne sera pas ingénieur dans l'aérospatiale, parce qu'à ce moment précis, ce n'est pas la préoccupation première, ça ne l'est même toujours pas d'ailleurs, de ces pays nouvellement indépendants. Et je ne leur ferai pas faire des trucs absolument dingues, mais ils seront témoins, par exemple, de l'assassinat de Kennedy, ou allez savoir quoi, parce que ça se déroule à ce moment précis. Et donc, ce qui veut dire, à un moment donné, pouvoir figer l'image, vraiment, et s'arrêter dans le temps, mais également les mettre en résonance avec la période contemporaine, parce que c'est ça aussi l'histoire. L'idée, au final, c'est de dire que Haïti a eu des périodes glorieuses. Bon, déjà, on a aidé les pays latino-américains à obtenir leur indépendance. C'était au lendemain de 1804, et on a aidé Simon Bolivar, Francisco de Miranda, le Venezuela, la Colombie n'existeraient pas sans l'aide d'Haïti. Mais également, dans le milieu des années 60, après les indépendances, Haïti aussi a contribué, comme Cuba, comme d'autres, à l'émergence de nombreux pays. Donc, de ce point de vue-là, bien entendu, la trame reste la fiction, mais j'aurai à cœur de rester collé aux faits, aux lieux, aux dates, quitte à prendre quelques petites libertés, mais bon, ça c'est ma liberté d'auteur, que personne ne peut m'enlever. Un autre point que j'ai trouvé intéressant, qui a été soulevé par Jean-Luc Rahaheri Manana, c'est la question, pardon, une fois qu'on a toutes ces archives, qu'est-ce qu'on trie, qu'est-ce qu'on garde, je veux dire, les mémoires sont larges, les histoires sont vastes. Comment est-ce qu'on peut trancher comme ça un peu dans le vif et se dire on va laisser tout ce pan-là de côté et garder seulement cette partie-là qui m'intéresse? Je pense que dans ces cas-là, on a, en tout cas en ce qui me concerne, je m'appuie sur les personnages. Ce sont eux en général qui tranchent, parce qu'ils ont leur propre subjectivité, à partir du moment où ils commencent réellement à s'étoffer, à avoir une véritable identité. Ce sont eux, à travers finalement le prisme réduit de leur propre vécu, même s'il est fictionnel en partie, qui me permettent justement de ne pas me laisser emporter, ne pas vouloir trop embrasser et mal étreindre finalement, parce que c'est vraiment le risque en réalité dans tout ce qu'on entreprend peut-être, mais particulièrement dans le roman. C'est-à-dire quand on commence à traiter du blues par exemple, en ce qui me concerne, les pistes sont tellement infinies, je veux dire, on a la tentation de faire le roman intime sur le blues de 9000 pages, mais même ce roman intime sur le blues de 9000 pages serait vraiment parcellaire et n'aborderait qu'un aspect. Donc ce sont les personnages, moi, qui m'aident justement à cloisonner, en tout cas à orienter un peu les recherches en termes de documentation. Par exemple, très concrètement, un des personnages, parce que dans ce roman se mélange vraiment Delta Blues, les bluesmen qui ont vraiment existé, Robert Johnson, Son House, etc., et des personnages que j'ai créés, avec ceci dit, parfois les personnages créés sont des personnages composites de personnages qui ont vraiment existé, et auxquels se rajoutent les personnages de notre propre quotidien, les amis, les proches, et une part de nous aussi. Donc c'est ça qui est étonnant, c'est que... et d'ailleurs, ça c'est peut-être un point qu'on peut aborder aussi. Dans les personnages historiques, je sais que certains points de vue de ces personnages historiques que je leur prête sont les miens en réalité, mais que je leur prête en fait. Donc c'est très mouvant, c'est très composite. Mais bref, voilà. Donc par exemple, j'ai choisi le personnage de Robert Johnson que les amateurs de blues connaissent, le jeune prodige du blues, mort à 27 ans, le premier à avoir rejoint ce triste club des 27 avec Jimi Hendrix, avec Janis Joplin. Bref, quelqu'un qu'on a soupçonné d'avoir vendu son âme au diable pour apprendre à jouer de la guitare. Le diable n'étant pas le diable d'ailleurs, enfin n'étant pas Méphistophélès ou Belzébuth, n'étant pas Palegba en réalité, puisqu'il y avait une survivance du vaudou dans le sud des États-Unis. Et donc ce personnage-là qui est un mythe en fait, sur lequel d'ailleurs a été écrit énormément de fiction, des documentaires, des BD, etc. Donc quand on s'empare de ce personnage-là, ça aussi peut-être ça va faire rebondir les camarades, mais quand on s'attache à un personnage vraiment célébrissime comme celui-là, bon, là l'idée c'est forcément de ne pas, déjà de ne pas faire ce qui a déjà été écrit,
et en sachant qu'on ne peut pas lire tout ce qui a été fait sur un tel personnage. Donc là, c'est justement, moi en tout cas en ce qui me concerne, le ramener, le faire descendre réellement de son piédestal mythologique et le ramener à ce qu'il a de plus prosaïque. Et ça passe par vraiment des choses extrêmement, comment dire, presque banales. C'est-à-dire comment ce personnage se réveille le matin, comment il se lave, quelles sont ses pensées parfois les plus ineptes peut-être, mais le ramener vraiment à ce qu'il a de plus humain, de moins mythique, et à l'inverse, avec les personnages de fiction, parfois les élever aussi au rang de mythe. Voilà, donc c'est ces degrés-là qu'il faut conjuguer, mais là, je pense qu'on sera tous d'accord, l'alchimie du roman, c'est vraiment pas une science exacte. C'est-à-dire que c'est au moment où se crée cette, comme tu dis, cette confrontation, ce tissage entre l'imaginaire, notre propre ressenti, l'histoire, les archives et notre désir lointain d'un texte, mais qui au fur et à mesure on progresse, le désir, voilà, ça c'est alors il vaut mieux pas que le désir s'éteigne d'un coup, ça c'est dommage, ça peut arriver, mais en tout cas le désir n'est plus tout à fait le même. L'image qu'on avait forcément du roman quand on le rêve, et puis au fur et à mesure que le travail appuie, tout ça c'est quelque chose de vivant, de vibrant, et je pense que c'est ce qui nous pousse à écrire. Si on savait exactement quel type d'archives on allait sélectionner, faire nos petites fiches, Wikipédia et foncer, moi je pense qu'au bout d'un moment ça m'intéresserait plus vraiment. Voilà, là d'ailleurs peut-être qu'on va à la fin aborder la question de l'intelligence artificielle, mais non, mais pour les recherches notamment, pas pour l'écriture, ça c'est vraiment de la rigolade. Je sais pas si vous avez déjà demandé à ChatGPT d'imiter, je sais pas moi, d'imiter Stendhal ou d'imiter. Alors, ça m'a un peu vexé. Il faut vraiment qu'on aborde cette question-là. En fait, il me connaît pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas été nourri de mes textes, donc il est incapable de m'imiter, mais comme il veut toujours avoir raison, il essaye quand même. Et ça donne des trucs, mais ridicule, vraiment. En fait, il connaît ma fiche Wikipédia et à partir de là, il brode, il dit oui, il devrait faire ça. Mais non, moi j'ai essayé de lui faire imiter à peu près tout le monde, c'est rigolo. Hein. Alors comme il a un vrai problème avec la sexualité notamment, si vous lui demandez par exemple un texte à la Jean Genet, ça donnait un truc fleur bleue, mais deux marins qui se font des petits bisous sur la main, et ça c'est très rigolo. Il est vraiment largué. Mais non, pour l'idée c'est que alors bon, moi pour la création pure, j'y crois absolument pas. Par contre, c'est vrai qu'en ayant discuté avec plusieurs, pour les recherches, pour la synthèse des recherches, moi je connais des écrivains, des très bons écrivains en plus, mais qui commencent à se servir de l'intelligence artificielle pour baliser justement le champ des recherches. C'est-à-dire pour avoir... Et alors, moi je l'ai testé, tu vois, je ne vais pas accuser les copains, je l'ai testé et je suis pas d'accord avec ce qu'il m'a proposé. Je lui ai proposé de faire une liste d'une vingtaine de fleurs, c'est précis, qui poussent dans le Colorado entre, en gros, mars et juillet. Mais le problème, c'est que, bon, j'ai eu ma liste de fleurs du Colorado, mais comment dire, et je me rappelle le temps que ça m'avait pris pour aller chercher une par une les fleurs du Colorado. Sauf que quand j'y allais une par une, je m'attardais sur chacune. Je prenais le temps de dire, tiens, cette fleur-là, bon certes elle pousse à ce moment-là, mais est-ce qu'elle m'a... Oui, les couleurs, etc. Donc en fait, finalement, il nous simplifie, il nous mâche le boulot. Et on se rend compte qu'on aime galérer quand on est dans les archives. On aime ces moments-là aussi de... l'imaginaire également. Exactement. Voilà, donc pour l'instant, pour moi, ChatGPT est pas encore tout à fait ça. Voilà. Est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'il vient de dire? Peut-être pas forcément sur ChatGPT, mais j'ai l'impression... Mais sur le fait que les archives sont immenses en fait. Et il y a très souvent aussi ce mythe des archives qui sont classées, où on ne peut pas accéder aux archives. Mais en fait, c'est un mythe. Effectivement, il y a des archives par exemple sur 1947 à Madagascar. On est allé aux archives de l'armée française et la dame nous dit mais il ne s'est rien passé à Madagascar en 1947. Et en fait, c'est que après, elle s'est rattrapée en disant mais attendez. Et elle va voir pas dans les archives, mais dans ses cartons, et elle revient nous dire il y a des choses, mais ils ne sont pas encore classés. C'est-à-dire que personne n'a pris encore le temps et l'État n'a pas donné les moyens pour voir qu'est-ce qu'il a dans ces cartons-là. Et à ce moment-là, vous êtes là face
à une armée française qui filme toutes les guerres coloniales et qui, sur Madagascar, ne présente rien. Et donc la conservatrice elle-même, à un moment donné, elle était déstabilisée. Mais elle nous dit, mais s'il faut travailler sur ces archives-là, il faut tel moyen, il faut tel nombre de chercheurs, il faut telle année, ça veut dire il faut un budget, il faut une décision de l'État, et ainsi de suite. Et là, on n'en a pas. On en a pas. Et vous êtes là, et vous vous dites qu'est-ce que vous faites. Vous n'allez pas vous bloquer dans votre écriture. Et ce qui fait que, à ce moment-là, moi, j'avais à ma disposition ce que j'appelle toujours mes archives de l'oralité, c'est-à-dire que je bascule vers les témoins. Et après, là, je sors des débats des historiens, les historiens qui disent « Oui, mais ça fait partie de la mémoire, c'est pas des archives. » Mais qu'est-ce qui nous dit aussi que le policier qui a dit que il y a, par exemple, sur 47, il y a des sorciers à Madagascar qui transforment les balles en eau. Il faut tenir compte de cela. Mais on les a balancés d'un avion. Et à ce moment-là, vous vous dites, mais pourquoi ça, quand c'est écrit comme ça, c'est considéré comme archive, mais lorsque de l'autre côté, on est dans l'oralité, on n'y est pas. Et donc c'est qu'une histoire de domination, c'est qu'une histoire de qu'est-ce qu'on met comme légitime, comme mémoire légitime, qu'est-ce qu'on met comme vérité.